Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos sur les archétypes développés par le nouveau cycle. Et aujourd'hui, on va voir l'utilisation des fatalités par les mystiques. Alors, comme pour les vidéos précédentes, voilà, j'ai cherché toutes les cartes qui donnent des fatalités, mentionnent les fatalités, aident à se débarrasser des fatalités. Je vais les mentionner dans leur ordre de sortie et trier par utilité. Voilà. Et donc, si on regarde toutes les cartes mystiques qui mentionnent les fatalités, on voit, voilà, ça, donc l'investigatrice du nouveau cycle, et toutes ces cartes-là. Un peu de la même façon, un peu comme la remarque que j'avais faite sur l'archétype des chercheurs, quand on joue un scénario, le but c'est de récupérer des indices pour avancer dans l'acte, pour arriver à la fin du deck acte, ce qui normalement donne la meilleure résolution possible, et on veut surtout éviter que l'intrigue avance trop vite, parce que si on arrive à la fin du deck intrigue, on a probablement la pire résolution possible. Mettre des fatalités en jeu par le biais des cartes joueurs, c'est faire avancer plus rapidement le scénario vers la pire résolution possible. Donc dans cet archétype-là, l'idée ça va être, on met des fatalités, ce qui va poser un problème parce que ça va raccourcir la durée du scénario, mais on met des fatalités en jeu pour avoir des bonus divers et variés. On va essayer d'avoir une bonne maîtrise de la quantité de fatalités qu'on met, du moment où on les met. On va probablement mettre dans son deck des cartes pour retirer les fatalités quand il y en a trop ou quand elles sont en jeu au mauvais moment. Et on va essayer de gagner beaucoup en posant des fatalités et de ne pas perdre trop, soit parce qu'on a laissé les fatalités, soit parce qu'on a dû dépenser des cartes, des ressources, des actions pour retirer les fatalités. Voilà. Alors, on va commencer par la gestion des ennemis. J'ai noté pacte de sang, prophétiser, livre des abysses, serpe de cérémonie, pentacle d'onyx, chapelet de malédiction, épouvantable possession, et pour finir, aile rubache. Plus quelque chose, j'aurais peut-être dû le mentionner. Alors le pacte de sang, ça peut être la version de niveau 0 qui est sortie dans le cycle d'Innsmouth, mais là, je montre la version de niveau 3 qui était dans le cycle de Dunwich. Donc un soutien permanent de niveau 3, action rapide, placez une fatalité sur le pacte de sang, vous gagnez plus 3 en volonté pour ce test de compétence, limite d'une fois par test, ou alors vous vous donnez plus 3 en force, voilà, pareil, même limite. Donc vous mettez des fatalités en jeu, ce qui va faire avancer le scénario. J'aurais peut-être dû commencer par ce petit rappel. Oui, je vais commencer par ça. Donc je reviens à pacte de sang. Vous vous donnez des bonus en volonté ou en force. La force pour du combat basique ou du combat avec par exemple une arme de mêlée. Le bonus en volonté, ça peut être pour un sort d'attaque ou un sort d'évasion. Un bonus de plus 3, c'est beaucoup. Vous n'avez pas de limite d'utilisation par round, simplement une limite par test. Mais voilà, ça s'accumule, les fatalités s'accumulent. Comme le pacte de sang de niveau 3 est impermanent, pas possible de le défausser pour se débarrasser des fatalités. Donc il faudra être très prudent sur l'utilisation, à moins d'être dans le round qui précède l'avancée de l'intrigue. Si le seuil de l'intrigue est de 6, qui a 5 fatalités sur l'intrigue, vous savez qu'à la prochaine phase de mythe, l'intrigue avance, donc là, il n'y a pas de raison de vous limiter. Si vous faites 4 tests pendant votre tour, vous pouvez à chaque fois mettre une fatalité
parce que ça ne fait pas avancer le scénario plus vite dans ce cas-là. Alors prophétiser, en fait c'est généraliste, donc je la rementionnerai peut-être plus tard. C'est une compétence, c'est sorti dans le cercle brisé, compétence de niveau 0, un icône libre. Tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu, prophétiser gagne un deuxième icône libre, et s'il y a au moins 6 fatalités en jeu, prophétiser a un total de 3 icônes libres. Voilà. Donc le problème de cette compétence, c'est que normalement vous ne maîtrisez pas le bonus qu'elle vous donne, vu que vous ne maîtrisez pas les fatalités, mais dans un deck qui volontairement utilise des fatalités, vous allez rapidement arriver au seuil de 3, voire au seuil de 6, pouvoir utiliser cette compétence à plein potentiel, et ensuite probablement essayer de diminuer le nombre de fatalités en jeu avant que ça ne vous retombe dessus. Ah oui, à noter, pour les investigateurs qui sont biclasse et chercheurs, la carte a le trait entraîné. Le livre des abysses, qui était sorti dans le cycle d'Innsmouth, un soutien de niveau 2, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et livre, action, incliner le livre des abysses, combattre. Vous avez le droit d'utiliser soit votre intelligence, soit votre volonté pour cette attaque au lieu de votre force. Quand vous initiez cette attaque, vous avez le droit de placer une fatalité sur le livre des abysses, jusqu'à un maximum de 3. Vous gagnez +1 votre valeur de compétence et infligez +1 dégâts lors de cette attaque pour chaque fatalité sur le livre des abysses. Alors, c'est donc un soutien de combat, utilisable une fois par round vu qu'il faut l'incliner, mais l'avantage c'est que vous choisissez si vous combattez avec votre force, votre intelligence ou votre volonté. Donc il y a forcément une de ces 3 compétences-là où vous avez une bonne valeur. Et ce soutien va progressivement être de plus en plus efficace parce que la première fois, soit vous ne placez pas de fatalité dessus pour combattre avec votre valeur de compétence et infliger un dégât, soit vous placez une fatalité pour combattre à +1 en compétence et +1 dégât, puis le round d'après vous pouvez mettre une deuxième fatalité pour combattre à +2, et le round encore après, vous pouvez remettre une fatalité pour combattre à +3. Et une fois qu'il y a les 3 fatalités dessus, vous pouvez quand même continuer à l'utiliser. Donc si le seuil de fatalité est assez haut, vous pouvez, plusieurs rounds d'affilée, faire des attaques qui infligent 4 dégâts par action. En cas de réussite bien sûr. Et encore une fois, c'est très versatile vu que vous combattez avec la compétence de votre choix parmi 3. La serpe de cérémonie qui est sortie dans ce cycle. Un soutien. Alors il y a 2 versions. La version de niveau 0, elle coûte 3, elle occupe un emplacement de main. Trait, objet, charme, arme, corps à corps. Action combattre, pour cette attaque, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez +1 en force. Quand vous initiez cette capacité, choisissez une option. Inclinez la serpe de cérémonie et placez une fatalité dessus pour gagner +1 à votre valeur de compétence et infliger +1 dégâts pour cette attaque. Ou, si un ennemi est vaincu par cette attaque, retirez une fatalité de la serpe de cérémonie. La version de niveau 4, alors les changements. Quand on l'incline et qu'on met une fatalité, le bonus additionnel est de +3, pas de +1. Et si on choisit l'option si un ennemi est vaincu, on la redresse et on retire toutes les fatalités. Pas simplement retirer une fatalité. Donc un autre soutien qui fait du combat en occupant un emplacement de main. On a le choix entre 2 compétences différentes pour le combat, volonté ou force. De base, par défaut, on fait les dégâts un par un, y compris au niveau 4, mais si on utilise le super effet qui place de la fatalité, on fait les dégâts 2 par 2. Par contre, ça nécessite d'incliner la carte, ce qui fait que cette super attaque, on la fait qu'une fois par round,
à moins d'avoir la version de niveau 4 et d'intercaler des petites attaques au milieu des grosses attaques. À noter aussi que la version de niveau... les deux versions incluent un système de retrait des fatalités, mais au niveau 0, c'est une par une. Donc on va faire super attaque qui place une fatalité, attaque normale qui retire la fatalité, super attaque, attaque normale, vu que de toute façon on a le droit qu'à une super attaque par round. Mais la version de niveau 4, vu que la petite attaque permet de redresser, on peut faire super attaque qui met une fatalité, petite attaque qui retire cette fatalité, dernière action du tour, super attaque, tour suivant, super attaque, petite attaque et on retire les deux fatalités. Donc au niveau 4, on a quand même que on a une solution de combat qui fait les dégâts 2 par 2 seulement, mais on a plus de souplesse sur la gestion des fatalités. Le pentacle d'Onyx. C'est comme la serpe de cérémonie, mais pour l'évasion. Alors là, la grosse évasion, ça permet de cibler un ennemi dans un lieu connexe, si on le souhaite, et de gagner plus dans la valeur de compétence. La petite évasion, il faut réussir de 2 ou plus pour retirer la fatalité. Donc c'est quand même plus conditionnel que le charme d'attaque. La version de niveau 4, par rapport à la version de niveau 0, avec la grosse évasion, le bonus passe de +1 à +3, et c'est la seule différence. Et la petite évasion, il faut, encore une fois, réussir avec une différence de 2 ou plus. Voilà. Encore une fois, quand je le peux, je mets une version avec image. Voilà, chapelet de malédiction. Un événement de niveau 0 qui coûte 1. Trait sort, discussion. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu et choisissez une des options suivantes. Échappez automatiquement à cet ennemi et placez une fatalité sur lui. Il ne peut pas subir de dégâts pour tout le reste du round. Découvrez un indice dans votre lieu. Ou, deuxième option, si cet ennemi a au moins une fatalité sur lui, il est vaincu. Gagnez une ressource pour chaque fatalité qui était sur lui. Donc, deux possibilités. Soit on échappe automatiquement à l'ennemi, et on met une fatalité, ce qui est bien évidemment négatif, mais en plus de ça on a un indice. Autre problème, vu qu'il ne peut pas subir de dégâts, on ne pourra pas le vaincre en combat. Ou deuxième option, vaincre un ennemi qui a déjà une fatalité sur lui. La deuxième option, c'est un peu le couteau suisse anti-cultiste. Et en plus de ça, ça fournit des ressources. Alors, épouvantable possession, une compétence présente dans ce cycle de niveau 1, un icône libre, inné et sort. Après avoir attribué épouvantable possession à un test de compétence sur un soutien, choisissez une option. Soit placer une fatalité sur le soutien et la compétence gagne 2 icônes libres, ou, si le test est réussi, soit on retire une fatalité du soutien, soit on reconstitue la moitié de ses utilisations, en arrondissant à l'inférieur. Donc, soit vous vous donnez un gros bonus pour un test sur un soutien, par exemple le test de livre des abysses, soit il y a un soutien qui propose un test, encore une fois prenons l'exemple de livre des abysses, et vous voulez retirer une fatalité de ce soutien pour que l'intrigue n'avance pas tout de suite. Et enfin, Elrubash, donc une alliée de niveau 2 qui coûte 3, trait allié et ensorceleur, 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez un test de compétence sur un soutien attaché. Pour chaque soutien attaché, une fatalité qui est dessus n'est pas comptabilisée pour déterminer si le seuil de fatalité de l'intrigue est atteint. Action rapide, inclinez Elrubash, choisissez un soutien dans votre zone de jeu qui a au moins une fatalité sur lui, attachez-le à Elrubash ou échangez-le avec un soutien attaché. Limite de 2 soutiens attachés. Vous ciblez un soutien de combat avec une fatalité dessus, par exemple la serpe de cérémonie.
vous l'attachez à Elrubash, et du coup, vous avez +1 à votre valeur de compétence. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le combat. Enfin, la gestion des ennemis de façon plus globale. Maintenant, le gain d'indice. Alisagramme, prophétiser, baguette de sourcier, épouvantable possession et Elrubash. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de cartes qui reviennent. Alors, Alisagramme, allié de la... Ah non, de Dunwich, oui. Du cycle de Dunwich. Carte de niveau 0, qui coûte 4, emplacement d'allié, trait allié et sorcier. 1 point de vie, 3 points de santé mentale, vous gagnez +1 en intelligence. Voilà, c'est l'aspect qui aide à l'enquête. Et une action rapide, inclinez Alisagramme, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alisagramme pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Donc, pour aider au gain d'indice, c'est le bonus en intelligence qu'elle donne qui est intéressant. Et en plus, elle a ce petit effet bonus qui permet d'éviter une carte qu'on ne veut pas voir, par exemple un antique fléau. Le coup, c'est de lui mettre une fatalité dessus, mais dans un deck qui tourne autour des fatalités, vous avez des solutions pour vous débarrasser plus tard de cette fatalité. Prophétiser, comme je le disais tout à l'heure, si vous mettez des fatalités en jeu, vous allez vite arriver au stade où la compétence vous donne 1+3. Baguette de sourcier, c'est le charme d'enquête de ce cycle. Donc avec la version de niveau 0, elle coûte 4, elle occupe un emplacement de main, elle a les traits objet et charme. Action enquêter, pour cette enquête, soit vous utilisez votre volonté, soit vous gagnez +1 en intelligence. Quand vous initiez cette capacité, choisissez une option. Soit inclinez la baguette de sourcier et placez une fatalité dessus pour vous déplacer vers un lieu connexe. Soit, si cette enquête permet de découvrir le dernier indice d'un lieu, retirez une fatalité de la baguette de sourcier. La version de niveau 4, le premier effet donne un +2 additionnel, et le deuxième effet, on redresse la baguette et on retire toutes les fatalités. Donc comme pour les deux autres charmes, si vous voulez le meilleur effet, faut mettre une fatalité dessus, et vous ne pouvez le faire qu'une fois par round vu qu'il faut incliner la carte. Si vous voulez retirer la fatalité, vous avez le deuxième effet inclus, qui lui n'est pas limité en nombre d'utilisations par round. Donc potentiellement, que je trouve un bon exemple, vous êtes dans un lieu qui n'a plus d'indice, vous utilisez le premier effet, vous inclinez la baguette, vous mettez une fatalité dessus, vous vous déplacez vers un lieu connexe, vous retournez la carte lieu, vous voyez qu'il y a 2 indices dans le lieu, et vous résolvez votre enquête, dans la même action qui vous a servi à vous déplacer. Deuxième action, vous dites je choisis la deuxième option, et si c'est réussi, vu que vous prenez le dernier indice du lieu, vous retirez la fatalité de la baguette de sourcier. Et si vous avez la version de niveau 4, comme le deuxième effet a redressé la baguette de sourcier, vous pouvez de nouveau utiliser le premier effet et par exemple dire vu que je suis de nouveau dans un lieu sans indice, je vais de nouveau me déplacer pour aller enquêter ailleurs. Et donc cette nouvelle utilisation met une fatalité sur la baguette de sourcier. Au tour suivant, vous allez peut-être réutiliser cette option, mettre une deuxième fatalité sur la baguette, mais si vous utilisez le deuxième effet, en une enquête réussie, alors la condition c'est qu'elle permette de découvrir le dernier indice du lieu, vous retirez les 2 fatalités de la baguette de sourcier. Voilà, donc l'intérêt de la carte, c'est qu'elle a elle-même sa gestion des fatalités, comme les autres charmes de la boîte. Eh bien, épouvantable possession, je le mentionnais tout à l'heure. Vous enquêtez avec n'importe quel soutien. Est-ce que j'ai un exemple ? Pourquoi pas 6e sens ? Vous enquêtez avec 6e sens,
vous mettez une fatalité dessus, vous vous donnez un +3, ou alors vous avez laissé une fatalité sur la baguette de sourcier, vous utilisez la deuxième option pour retirer la fatalité et ne pas faire avancer tout de suite l'intrigue. Et le rubage, comme mentionné tout à l'heure, vous mettez une fatalité sur la baguette de sourcier quand vous initiez la capacité. Du coup, pendant la fenêtre d'action rapide de l'action d'enquête, vous inclinez L-rubage, vous attachez la baguette de sourcier à L-rubage, elle vous fournit 1+1. Donc vous allez enquêter par exemple à intelligence +1, +1. Voilà, vous vous déplacez, vous faites votre enquête. Après, peut-être vous retirez la fatalité, mais ça ne change rien au fait que comme la carte est toujours attachée à L-rubage, vous avez le +1. Et si vous n'arrivez pas à retirer les fatalités de la baguette de sourcier aussi vite que vous les mettez, voilà, L-rubage fait que vous en ignorez une quand il s'agit de vérifier le seuil d'avancée de l'intrigue. Voilà. Maintenant, tout ce qui concerne l'économie. Ressources, pioches... Première carte, un grand classique qui nous vient de la boîte de base, l'Initié aux Arcanes. La version de niveau 0, elle coûte 1. Elle a 1 point de vie, 2 points de santé mentale, les traits alliés et sorciers. Forcé, après l'entrée en jeu de l'Initié aux Arcanes, placer une fatalité sur elle. Action rapide, inclinez l'Initié aux Arcanes, cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la, mélangez votre deck. Donc l'Initié aux Arcanes, en faisant entrer une fatalité en jeu, a priori, elle vous fait perdre un round, mais ça, votre deck est conçu pour le gérer, et l'avantage, c'est qu'à chaque round, elle vous permet de chercher une carte sort dans le dessus de votre pioche. Alors, seulement sur 3 cartes, donc il faudra avoir une grande densité de sorts pour qu'elle soit efficace, mais si votre deck a une grande densité de sorts, ça vous permet de piocher une carte de plus par round. Alors la version de niveau 3, son intérêt c'est qu'on peut la faire entrer en jeu sans fatalité, donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo. David Renfield, qui nous vient du cycle de Carcosa. Un allié de niveau 0 qui coûte 2, trait allié et mécène, 2 points de vie, 1 point de santé mentale. Tant que David Renfield a au moins une fatalité sur lui, vous gagnez +1 en volonté. Donc ça, j'aurais pu le mentionner dans la partie gestion des ennemis et enquête, parce que si vous combattez ou échappez ou enquêtez avec votre volonté, David Renfield vous fournit un bonus. Mais l'aspect intéressant, c'est surtout action rapide, inclinez David Renfield. Vous avez le droit de placer une fatalité sur lui, gagner une ressource pour chaque fatalité sur lui. Du coup, potentiellement à chaque round, vous lui mettez une fatalité et vous gagnez autant de ressources. Donc, vous le mettez en jeu, vous l'utilisez. Il vous fournit une ressource. Le round d'après, il vous en fournit 2. Le round d'après, 6. Le round d'après, 10. Bon, ce sont les nombres... Non, pardon, je reprends, j'ai dit une bêtise à un moment donné, je me suis embrouillé dans mes calculs. Non, il vous donne 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Mais si on totalise ce qu'il vous a donné, il vous a d'abord donné 1. Enfin, on l'utilise un round, donc au total, il nous a fait gagner 1. Le round d'après, il nous fait gagner 2 de plus, donc on est à un total de 3. Le round d'après, 3 pour un total de 6, puis 4 pour un total de 10, 5 pour un total de 15. Voilà, ce sont les nombres triangulaires, si vous connaissez le terme. Mais, si vous faites ça, vous faites très rapidement avancer l'intrigue, et il faudra le gérer, on verra ça plus tard. Ah oui, j'avais oublié de nommer les cartes. Bref. La carte suivante, c'est le De Vermis Mysteris, qui nous vient du cycle du cercle brisé. Un soutien de niveau 2, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Trait, objet et livre. Action, incliner le De Vermis Mysteris et placer une fatalité dessus.
jouez un événement sort ou perspicacité de votre pile de défausse en réduisant de 1 son coût. Après la résolution de cet événement, retirez-le de la partie. Donc le coût, c'est de faire entrer en jeu des fatalités, et le gain en économie, c'est de réduire, alors déjà, de pouvoir jouer quelque chose qui est dans sa défausse, donc on s'économise le fait de devoir le piocher, mais également de réduire le coût. Et pour finir, El Rubash, mais plus spécifiquement avec David Renfield. Pourquoi ? Parce que vous jouez El Rubash, vous jouez David Renfield, vous inclinez David Renfield, vous lui mettez une fatalité dessus, ça vous donne une ressource. Comme il a une fatalité dessus, vous l'attachez à El Rubash, vous ne comptabilisez pas la fatalité de David dans le seuil des fatalités, et du coup, vous pouvez à chaque round dire « J'incline David Renfield, je mets pas de fatalité sur lui, je gagne ma ressource ». Alors c'est seulement un gain de 1 par round, mais il n'y a pas de risque que vous n'arriviez pas à vous en débarrasser assez vite pour éviter l'avancée de l'intrigue. Voilà. Alors maintenant, voilà, dernière rubrique. Bien évidemment, ces fatalités que vous mettez en jeu, il faut les gérer. Avec par exemple ces 5 cartes-là. Première chose, pipe et analgésique. Donc pipe, un soutien de niveau 0 qui coûte 1. Trait objet, utilisation 3 provisions. Action rapide, dépensez une provision, inclinez la pipe et subissez un dégât. Soignez une horreur. Analgésique, c'est l'inverse, on subit une horreur pour soigner un dégât. Alors ces cartes-là, je les mets en gestion, enfin en élimination des fatalités, parce que le dégât ou l'horreur que vous subissez, vous l'attribuez, vous le placez sur n'importe quelle carte qui a point de vie ou point de santé mentale, notamment sur un allié qui a une fatalité sur lui. Par exemple David Renfield, vous lui avez mis à chaque round une fatalité de plus pour gagner tout plein de ressources. L'avancée de l'intrigue avance. Pardon, l'avancée de l'intrigue s'approche. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, j'utilise... alors je m'embrouille toujours, celui qui inflige des dégâts, c'est la pipe. Donc vous utilisez la pipe, vous infligez un dégât à David Renfield pour vous soigner de une horreur. Le round suivant, vous utilisez une dernière fois David Renfield, puis pipe, vous lui infligez un dégât, il est vaincu, la carte est défaussée, les fatalités dessus sont défaussées. Et au passage, à 2 reprises, vous vous êtes soigné d'une horreur. Voilà. Une carte qui est beaucoup plus, je peux en dire basique, simple à comprendre, directe. Rituel du clair de lune. La version de niveau 0, c'était dans le cycle de Dunwich. Un événement qui coûte 0, trait sort et perspicacité, retirez toutes les fatalités sur une carte que vous contrôlez. Vous avez accumulé des fatalités sur une carte, ça vous a bien aidé, mais maintenant il y en a trop, vous dépensez une action pour tout retirer. Et vous n'avez pas à défausser la carte, que ça soit David Renfield ou le livre des abysses, donc une fois l'intrigue passée, vous pourrez continuer à l'utiliser. Voilà. Dans ce cycle, on a la version niveau 2. Déjà, elle est rapide, donc vous n'avez pas dépensé d'action. Et en plus de ça, on retire toutes les fatalités sur une carte non élite dans le lieu. Pas forcément une carte que vous contrôlez. Ça peut être un ennemi. Par exemple, un cultiste qui a accumulé 3 fatalités. Vous avez 3 fatalités sur David Renfield, 3 fatalités sur le cultiste. Ça vous arrange bien d'avoir les fatalités sur David Renfield. Et les fatalités, vous les retirez du cultiste. Et vous utilisez David Renfield. Et au passage, alors certes, le cultiste, vous pourriez tout simplement le vaincre, comme ça les fatalités seraient défaussées en même temps que lui, mais une carte dans votre lieu, ça peut être votre lieu. Tous les scénarios où vous mettez de la fatalité sur le lieu, vous avez Rituel du clair de lune. Donc Rituel du clair de lune de niveau 2, ça dépasse l'idée je fais un deck fatalité, vu que ça peut vous permettre de lutter contre le deck rencontre.
et pas simplement de compenser la perte de tempo qu'induit votre deck. Autre carte, Sacrifice, cycle de la civilisation oubliée, un événement de niveau 1 qui coûte 0, très rituel, défaussez un soutien mystique que vous contrôlez, ensuite piochez 3 cartes ou gagnez 3 ressources, ou n'importe quelle combinaison des deux. Un de vos soutiens accumulés des fatalités, et ben vous le défaussez, ça vous coûte une action, mais à côté de ça, vous avez l'équivalent de 3 actions basiques, pioche et ou gain de ressources. La pioche, ça va vous aider à avoir la carte de remplacement. Par exemple, vous vous êtes débarrassé du livre des abysses, et ben vous espérez piocher le deuxième exemplaire. Et le gain de ressources, ça peut être si vous avez déjà le deuxième exemplaire en main, mais que vous n'avez pas les ressources pour le jouer. Et enfin, El Rubash, et ben c'est tout simplement le fait que que pour les 2 soutiens qui lui sont attachés, il y a une fatalité qui n'est pas comptabilisée. Donc vous lui attachez, par exemple, Pacte de sang, vous utilisez Pacte de sang, puis vous l'attachez à El Rubash, vous utilisez David Renfield, vous l'attachez à El Rubash, et ben ces 2 fatalités-là ne comptent pas. Et elle est d'autant plus utile quand même, faut pas oublier ça, elle est d'autant plus efficace que vous lui attachez des soutiens qui font faire des tests. Par exemple, Livre des Abysses, Baguette de Sourcier, Chapelet d'Onyx. Voilà. Et pour finir, les investigateurs mystiques pour qui cet archétype est le plus approprié parmi tout cela, j'en ai noté 3, Marie, Dexter et Amina. Alors Marie, j'ai mis gain d'action grâce aux fatalités, plus carte signature. Voilà, Marie, tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer les capacités d'action de cartes sorts. Du gain d'action, plus un tiers d'action, alors sous condition, mais déjà c'est du gain d'action, et comme on l'a vu dans cette vidéo, il y a alors déjà la fatalité selon où elle est placée, ça vous donne un bonus, mais en plus il y a des cartes pour compenser. Par exemple, El Rubash. Vous faites un deck Marie Lambeau de combat, vous utilisez le livre des abysses, vous mettez une fatalité dessus, vous attachez le livre des abysses à El Rubash, vous avez donc Marie Lambeau qui combat avec son intelligence ou sa volonté. Comme il y a une fatalité, elle a un bonus de plus 1. Comme la carte est attachée à El Rubash, elle a un bonus de plus 2. Donc ça fait qu'elle combat avec une valeur de compétence de 6 pour faire 2 dégâts. Comme il y a une fatalité sur le livre, elle peut effectuer une action supplémentaire pour combattre avec un sort, ou jouer le sort de combat qu'elle utilisera par la suite. Et sa carte signature, le champ déroutant, un événement qui coûte 3, alors 3 c'est cher, mais David Renfield pourra fournir les ressources. Donc événement qui a les traits sort et champ, rapide, à jouer quand l'intrigue devrait avancer après avoir atteint son seuil de fatalité. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Retirer champ déroutant de la partie. Alors, carte sur laquelle faudrait dire beaucoup de choses, mais déjà, vous ne faites pas avancer l'intrigue. Donc il n'y a pas à vous dire mince, je dois à tout prix me débarrasser de David Renfield maintenant. Non, vous pouvez vous accorder un tour de plus. Et un tour de plus d'utilisation de David Renfield, c'est 2, 3 ou beaucoup plus de ressources en plus. Pour le livre des abysses, le laisser un tour de plus avec 3 fatalités
dessus, c'est un tour en plus, avec la possibilité de faire 4 dégâts en une seule action. Voilà. Et le point important aussi, c'est jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Ça annule par exemple l'antique fléau, qui peut faire avancer l'intrigue. Comment dire ? Oui, c'est bien ça. Phase du mythe, première chose, on met une fatalité sur l'intrigue, puis on vérifie si on a atteint le seuil. On a atteint le seuil, on joue champ déroutant, donc on n'avance pas l'intrigue, mais l'effet de champ déroutant s'arrête pas maintenant. Derrière, on peut piocher 1, 2, 3 copies d'Antique Fléau, ou de n'importe quelle carte qui dit... Ah, le voisin... ou n'importe quelle carte qui dit cet effet peut faire avancer l'intrigue. Non, ça n'avance pas. On a encore tout un round pour jouer, pour profiter au maximum des fatalités. Phase du mythe suivant. Là, on vérifie le seuil, et là, on avance. À moins que pendant ce round qu'on a gagné grâce à champ déroutant, on se soit débarrassé de toutes les fatalités. Si l'intrigue aurait dû avancer parce qu'il y avait 4 fatalités sur David Renfield, on empêche l'intrigue d'avancer, on met une 5e fatalité sur David Renfield, on a 5 ressources, en plus de celles gagnées au tour précédent, puis on tue David Renfield avec pipe ou analgésique, et la fois suivante où on teste le seuil de fatalité, on dit bah non, c'est bon, il n'y a que 3 fatalités en jeu, et le seuil est de 6 par exemple. Bon, effectivement, ça avait planté. A priori, malgré le plantage, j'ai un fichier audio récupéré, j'ai la captation d'écran récupérée, mais le fichier de la webcam est inexploitable par mon logiciel de montage vidéo. Bref. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire sur Marie Lambeau, je crois. Deuxième investigateur, Dexter. Pourquoi ? Parce que la gestion des fatalités est intégrée à l'investigateur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dexter Drake, il a une action rapide. Lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez. Jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût. Limite d'une fois par round. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de piocher votre solution de retrait de fatalité ou votre solution de défausse d'une carte avec des fatalités dessus. Il vous suffit d'utiliser l'action rapide de Dexter Drake. Un exemple, vous avez en jeu David Renfield avec 3 fatalités sur lui. À cause de ces 3 fatalités-là, l'intrigue va avancer au prochain round. Qu'est-ce que vous faites ? Action rapide, vous utilisez David Renfield, vous lui mettez une 4e fatalité dessus, vous gagnez 4 ressources. Action rapide, vous défaussez David Renfield, vous choisissez dans votre main un soutien qui s'appelle pas David Renfield, vous le jouez, pour 1 de moins. Et voilà, donc, cette action rapide, déjà de façon générale, c'est de l'économie, parce que vous économisez l'action pour jouer la carte et vous économisez une ressource, mais dans un deck qui utilise les fatalités, ça vous économise des emplacements de deck, parce que vous n'avez pas besoin de pipe ou d'analgésique pour tuer David Renfield, pas besoin de sacrifice pour défausser le livre des abysses, pas besoin de rituel du clair de lune pour retirer les fatalités de... Est-ce que j'ai un autre exemple par exemple de la baguette du sourcier? Non. À part, tout ce que vous avez à faire, c'est dire j'accepte de défausser le soutien. Il y a une seule exception, c'est le pacte de sang de niveau 3. Encore une fois, vu que la carte est impermanente, elle ne peut pas quitter le jeu. Donc soit vous mettrez quand même dans votre deck Rituel du clair de lune pour retirer les fatalités de pacte de sang, soit vous vous en passez. Et enfin,
Dernier investigateur de choix, Amina Zidane, pour son signe des anciens et ses cartes signatures. En l'occurrence, son signe des anciens, il dit +2, vous avez le droit de déplacer toutes les fatalités d'une carte dans votre lieu vers une autre carte dans votre lieu. Et ça veut dire que si vous mettez des fatalités sur plusieurs cartes, quand vous piochez le signe des anciens, vous prenez toutes les fatalités qu'il y a sur une carte A, vous les mettez sur la carte B, et maintenant il n'y a plus que sur la carte B qu'il faut gérer les fatalités. Mettons que vous avez 3 fatalités sur le livre des abysses, 3 fatalités sur David Renfield. Je prends toujours l'exemple de David Renfield parce que j'aime beaucoup la carte. Alors tout à l'heure j'ai dû oublier de le préciser, mais en version tabou elle coûte 3 XP de plus maintenant. Mais bref, les 3 fatalités du livre des abysses, vous les mettez sur David Renfield, vous l'utilisez, vous lui mettez dessus donc une 7e fatalité, ça vous fournit 7 ressources, et maintenant il n'y a plus que sur une seule carte que vous voulez retirer ces fatalités. Et donc il n'y a qu'une carte à défausser, renvoyer dans sa main, vaincre, etc. Et si au moment où vous piochez le signe des anciens, vous n'avez des fatalités que sur une de vos cartes, vu que vous pouvez mettre les fatalités sur une carte dans votre lieu, sans plus de spécification, vous pouvez les mettre sur un ennemi. Et ensuite, tout ce qu'il y a à faire, c'est vaincre l'ennemi. Et voilà, les fatalités sont défaussées. Alors, le signe des anciens, c'est très conditionnel. Elle n'a pas accès à beaucoup de cartes qui vont aider à jouer un deck béni pour alimenter la bénédiction d'Isis en pion béni et déclencher plus souvent le signe des anciens, mais c'est un petit bonus. Et ces cartes signatures, les deux, la première, alors, leur point commun, enfin non, pardon, pas leur point commun, la première, elle dit placez une fatalité sur un soutien que vous contrôlez pour résoudre une des capacités action en ignorant tous ses coups, y compris le coup en action. Donc vous payez 2 ressources, vous mettez une fatalité sur votre soutien et c'est tout ce que ça vous coûte pour utiliser le soutien. Mettons que c'est un flétrissement, vous n'avez même pas à dépenser la charge. Ensuite vous pouvez mélanger dans votre deck l'autre carte signature si elle est dans votre défausse. Et la deuxième carte signature, elle vous dit, quand vous effectuez un test de compétence sur un soutien qui a au moins une fatalité sur lui, vous ajoutez votre valeur de volonté à votre valeur de compétence. Et ensuite, vous pouvez mélanger dans votre deck l'autre carte signature si elle était dans votre défausse. Autrement dit, le mode affliction, il vous fait de l'économie d'action, et potentiellement de charge ou de secret ou de coup de façon globale, le coup pouvant être incliner la carte. Voilà, grâce à mode affliction, potentiellement vous utilisez 2 fois le livre des abysses pendant votre tour, pardon. Voilà. Et la deuxième vous permet d'avoir un bonus de volonté. Elle a une volonté de base de 3 et en mystique on a des cartes pour booster la volonté, donc cette carte là vous dit, à partir du moment où vous utilisez un soutien, enfin où vous faites un test sur un soutien qui a de la fatalité dessus, vous faites un test beaucoup plus efficace. Et les 2 cartes ont une mécanique de récursion, voilà. Voilà. Alors, peut-être une petite conclusion, c'est un petit peu dommage, mais sur les 3 investigateurs, celle qui me motive le moins, qui m'intéresse le moins, c'est Amina Zidane, celle autour de qui tout l'archétype semble construit. Moi je continue à préférer jouer les fatalités avec Marie Lambeau pour son gain d'action et pour ses stats et pour son accès à toutes les cartes sorts, ou Dexter Drake pour on va dire la sécurité qu'il apporte, dans le sens où
tant qu'il y a une fenêtre d'action rapide avant l'avancée de l'intrigue, et ben vite, on bazarde son soutien avec des fatalités, et c'est bon, l'intrigue avancera au rythme normal. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'archétype. Je vais vite boucler l'enregistrement avant que mon ordi plante de nouveau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des remarques. Voilà, alors je sais qu'il y a des cartes, comme pour les autres vidéos sur les archétypes, que je n'ai pas mentionnées, parce que j'essaie d'être vraiment le plus près de l'archétype. Par exemple, le livre des abysses, c'est un soutien qui a le trait livre, donc si on joue Luke Robinson, on peut mettre dans son deck la bibliothécaire, je sais plus si c'est stagiaire ou assistante, qui en entrant en jeu fait remonter en main un livre. Donc les fatalités du livre des abysses, on peut les gérer en tout simplement faisant remonter le livre des abysses dans sa main. Sauf que donc la bibliothécaire, elle est de la classe chercheur, elle est de niveau 1, elle entre pas dans tous les decks, c'est pas un effet focalisé sur les fatalités, donc voilà. De la même façon, David Renfield, on peut le remonter dans sa main avec demander un service, plutôt que de le défausser. Mais bon, je trouve que si je pars dans cette direction, je me retrouverai avec une vidéo beaucoup plus longue. Donc je vais m'arrêter là. Demain, dernière vidéo de ce lot de vidéos, avec la diminution de difficulté chez les survivants. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.